Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette quatrième édition à cette quatrième soirée de l'Actuarial Week, édition 2025. Cette soirée est consacrée au métier de la finance et de la gestion d'actifs. Et nous avons avec nous ce soir un panel de quatre intervenants que nous tenons déjà à remercier pour leur disponibilité. Alors, je m'appelle Thibaut Tatoudekou et actuellement, je suis une formation en actuariat à l'ENSAE et en parallèle, je fais un master en finance quantitative, le M2MO. Alors, cette soirée sera co-animée avec mon camarade et collègue Valentin, à qui je vais laisser le soin de se présenter et décliner le programme de la soirée. Bonsoir, Valentin. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Valentin Herades. Je suis actuellement en dernière année au sein du diplôme universitaire d'actuaire de Strasbourg et actuellement consultant en alternance au sein du cabinet de conseil spécialisé en actuariat, gestion de risque et services financiers Nexialo Consulting. On parlait de mes études. J'ai passé les deux premiers niveaux de la certification CFA. Dans un premier temps, je tenais à remercier l'Institut d'actuaires pour l'organisation de ces webinaires que j'ai suivis moi aussi quand j'étais en licence et ainsi qu'en master. Donc, pour commencer, premièrement, les actuaires en gestion d'actifs. Ce slide est tiré de l'enquête sur les rémunérations des actuaires en 2024. Et on peut voir que la gestion d'actifs, ça concerne au moins 15% des actuaires, notamment avec la gestion active passif, mais aussi avec la gestion d'actifs, donc finance pure. On va voir un peu tous ces panels ce soir grâce à nos différents invités. La soirée va se dérouler comme suit. Premièrement, Selma, Redouane et Adina se présenteront. Ensuite, on aura une séance de questions-réponses. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions ou si vous en avez au fur et à mesure des présentations, vous pouvez les poser directement et nous les poserons à votre panel d'invités par la suite. Euh, Après cette séance de questions-réponses, Dominique se présentera et enfin, nous aurons une séance de questions-réponses finale. Je vais laisser la parole à Thibaut pour introduire notre premier invité. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. En quelques mots, alors j'ai prévu un ensemble d'informations à partager avec vous. Donc, je vais parler de mon parcours. Je vais vous parler justement de l'activité finance et gestion d'actifs dans une perspective actuariale. Et enfin, je vais vous parler aussi des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des étudiants et des futurs diplômés actuaires sur ces thématiques de type finance et gestion d'actifs. Alors, ça commence à dater. Je suis à la base ingénieur, master 218, assurance et gestion des risques à Dauphine. Et ensuite, j'ai suivi une formation CEA, diplômante en actuariat. J'ai un parcours 100% conseil. Je suis directeur au sein chez Deloitte, dans un pôle où on va travailler sur les thématiques de stratégie, transaction, valorisation, environnement, actuariat, finance de marché. Et j'ai un parcours 100% dans cet univers de conseil, un parcours 100% secteur assurance. J'ai eu la chance de conduire et encore de conduire de nombreuses missions à l'international dans différentes régions. Et du coup, par rapport aux statistiques qui étaient affichées un peu plus tôt sur les 10 ou 15% d'actuaires qui évoluent dans la partie finance et gestion d'actifs, Euh, j'ai presque envie de dire que tous les actuaires sont concernés de près ou de loin par les thématiques de finance et de gestion d'actifs. Et justement, l'idée, c'est d'illustrer. Par rapport à cela, Valentin, si tu peux aller sur la page des quelques thématiques, les enjeux qu'on va rencontrer sur ce terrain-là en tant qu'actuaire. Alors, pour cela, c'est plutôt, j'ai envie de dire, en tant qu'expert de l'assurance, moi, la finance et gestion d'actifs a beaucoup de spécificités très assurantielles. Enfin, la première, c'est en forme de question, est-ce que vous savez
que chaque catégorie d'actifs a une charge en capital qui lui est attribuée dans le cadre du framework Solvabilité 2 qui permet de calibrer le risque porté par l'assureur lorsqu'il investit dans tel ou tel placement. Savez-vous que cette charge de capital peut être dépendante du niveau d'ALM que l'entreprise assurantielle va mettre en place? Donc ça, c'est pour dire qu'il y a une dimension risque sur l'habité 2 qui est très importante dans le secteur assurantiel vis-à-vis de la finance et de la gestion d'actifs. Il y a ensuite une dimension très comptable, très financière, IFRS 9, IFRS 17. L'idée n'est pas de citer du jargon, mais de dire que, par exemple, lorsqu'on va acheter des dérivés, lorsqu'une entreprise va chercher à se couvrir, elle va appliquer des stratégies, elle va se hedger d'un point de vue économique, mais aussi elle va chercher à optimiser, à se hedger d'un point de vue comptable. Donc on va parler de hedge accounting, on va parler de VFA, il y a pas mal de spécificités à connaître. euh, pour procéder aux opérations de couverture. Il y a une dimension valorisation. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'on puisse valoriser un portefeuille d'assurance sans derrière pouvoir valoriser le portefeuille actif, sans pouvoir valoriser tout ce qui est non coté, le private equity? Le lien entre la valeur d'un portefeuille d'assurance et la valeur des placements qui sont en face est très intrinsèque. Une dimension climatique. euh, le sujet est d'autant plus important aujourd'hui avec quel placement, avec des questions du type quel placement choisir vis-à-vis pour optimiser ou minimiser surtout l'empreinte carbone et orienter nos investissements, nos placements vers les acteurs de transition. On a, en tant que dans les cabinets de conseil, on a aussi beaucoup de thématiques autour du reporting. Le reporting, c'est de pouvoir justement communiquer sur les placements qui sont détenus, sur les titres, sur les risques qu'on porte. Et donc, il y a un panel de reporting très important et derrière, tous les systèmes et la data qu'il faut pour pouvoir reporter. Et last but not least, c'est que tout ça, c'est intégré dans un univers de plus en plus techy. L'IA générative commence à prendre de plus en plus de place dans ces processus. Et l'exercice qu'on va avoir, c'est d'accompagner et de travailler avec nos clients assureurs pour se projeter avec eux et réfléchir à comment intégrer ces nouvelles technologies dans leur processus métier actuel. Le dernier point, donc, qu'est-ce que, de mon côté, qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue auprès des nouveaux diplômés, des étudiants? Bien évidemment, on va retrouver tous les aspects socle, ce que je vais appeler socle métier. La connaissance actuariat, les connaissances de finance de marché, finance d'entreprise au sens large, la comptabilité, tout ce qui est relatif au contrôle de gestion aussi, c'est très important. L- Les produits d'assurance, c'est essentiel. Et aussi, j'appellerais ça de la curiosité. La culture générale est très, très importante pour quand on s'attaque à un domaine et un terrain qui est celui de l'actuariat. Ensuite, un socle technique pour bien appréhender les outils, les codes. Je vais dire que on va avoir tendance à dire on cherche des personnes qui font du Python ou font un code particulier. Non, je pense que le plus important, c'est que le fait de coder ou de savoir coder, c'est aussi une façon de voir et d'organiser les choses. On ne cherche pas des gens qui connaissent un langage particulier, on cherche des gens qui vont réfléchir d'une certaine manière et organiser leur processus et du coup leurs outils, leurs solutions qu'ils vont apporter, de manière à ce que ce soit des solutions pertinentes. C'est une façon de réfléchir vis-à-vis de l'informatique et des systèmes. Et enfin, un socle professionnel. Je me suis amusé, je me suis dit ponctualité. J'aurais pu m'amuser un peu plus. Donc la présentation, la façon donc tout ce qui est soft skills, l'engagement, c'est important, faut avoir du tempérament, du temps et laisser le temps faire aussi pour apprendre. Et enfin, très important, c'est qu'on réussit rien, jamais tout seul et bien évidemment savoir collaborer et être patient avec les autres, ça c'est très important. Voilà, j'ai peut-être un petit peu... bon, voilà, c'est ce que j'ai un peu préparé pour vous aujourd'hui. Donc, et je serai bien évidemment à l'écoute des questions qu'on pourra avoir plus tard. Euh, mer- Merci beaucoup, Juan, pour ce partage.
Je pense du coup, on va passer au prochain intervenant. Et je vais donc laisser la parole à Gina. Bonsoir tout le monde, ravi d'être là avec vous ce soir. Donc je vais me présenter à mon tour. Pour ma part, j'ai fait un doc de sciences éco avant de commencer l'actuariat à Strasbourg, comme Valentin. Donc déjà à l'époque c'était un magistère en 3 ans. J'avoue que après un doc de sciences éco, c'était pas simple parce que j'avais pas le niveau en maths de mes petits camarades qui avaient parfois des maîtrises de maths. Mais je me suis accrochée et ça valait le coup parce qu'avec cette formation-là, j'ai réussi à faire à peu près tout en finance. J'ai commencé en salle de marché à Strasbourg à faire du produit structuré, euh, à gérer un book de dérivés, etc. C'est intéressant. Ça m'a pas plu plus que ça. Ensuite, je suis partie à Paris faire de la gestion d'actifs chez BNP Paribas Asset Management. Là, une expérience assez intéressante. J'y ai passé 6 ans. D'ailleurs, juste pour ceux qui se posent la question, l'asset management est beaucoup plus intéressant que le trading, de mon point de vue. Il y a beaucoup plus d'interactions, les choses sont beaucoup plus complexes que simplement des algorithmes de trading. J'ai fait ensuite un passage en recherche appliquée avec une spin-off du centre de recherche de l'EDEC à Nice. Et puis, j'ai au final créé ma boîte qui s'appelle Active Asset Allocation il y a maintenant 15 ans. Donc, j'arrive pas à y croire que ça fait déjà 15 ans. Euh, Pourquoi avoir fait ça? En fait, à l'époque, je ne me suis pas beaucoup posé la question. J'avais juste envie de prendre ma vie en main. Et au final, je me suis rendu compte que ça correspondait à mon état d'esprit, à mon envie de me remettre en question tous les jours, de prendre des risques, de ben, vraiment tenter l'impossible. C'est une aventure que je conseille à tous ceux qui ont en eux de la résilience. Voilà. Sur Active Asset Allocation, peut-être vous expliquer un peu, au début, on faisait des algorithmes d'investissement pour des investisseurs institutionnels, assez techniques, avec une approche innovante de gestion du risque par la perte maximale en capital. Toujours une modélisation en univers prospectif, donc sur des simulations stochastiques, etc. Donc on fait des choses assez techniques là-dedans. Et puis on a complètement pris la vague de la digitalisation. Et donc on a levé 4 millions en 2019, donc ça fait maintenant 5 ans, pour construire une plateforme pour les acteurs de l'épargne. Et je vous raconte ça parce que du coup, vous voyez, avec ce socle technique, on arrive à faire vraiment plein de choses. Et là, dans nos échanges avec nos clients, on travaille avec les compagnies d'assurance pour tout ce qui est produit assurance vie, donc tout ce qui est épargne et retraite. On travaille aussi avec les sociétés de gestion. On travaille aussi avec des réseaux de distribution de l'épargne. Et donc, on met à leur disposition un tas de services au travers d'une plateforme technologique, des API, etc. Donc, ça reste très, très technique, mais vraiment très intégré dans l'écosystème. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aujourd'hui, alors je vais pas redire toutes les choses que Redouane a dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a plein de contraintes réglementaires. Donc là, je j'ai jamais vu finalement la place des acteurs est de plus en plus prépondérante dans cet écosystème, en tout cas de l'épargne. Moi, je connais beaucoup moins de côté IARD, hein, pardon, IARD, parce que je ne les ai pas beaucoup pratiqués, même pendant mes stages. Mais donc, il y a besoin d'actuaires pour toutes ces problématiques réglementaires, pour les problématiques de gestion des risques qui sont vraiment de plus en plus importantes. Et puis après, effectivement, il y a le côté IA, il y a le côté digital. Donc, il y a vraiment
beaucoup de place à prendre parce que tout le monde n'est pas complètement à l'aise avec le fait d'intégrer des problèmes complexes et de les résoudre alors qu'ils sont connectés à plein d'autres, etc. Donc ça, je trouve que la formation d'actuaire nous prépare assez bien pour la résolution de problèmes en univers très complexes. Voilà, alors si je pense à l'actuaire dans la fintech, c'est vrai que nous, par exemple, on prend beaucoup de stagiaires. J'ai jamais pris de stagiaire actuaire parce que finalement, je me dis c'est un peu dommage. Euh, Peut-être parce que les actuaires ne pensent pas non plus à venir candidater chez nous qui sommes dans le sud. Mais effectivement, en termes de compétences que nous cherchons, par exemple, c'est tout ce qui concerne le data science, machine learning, programmation. Donc, encore une fois, la capacité d'exprimer ce savoir-faire quantitatif au travers d'algorithmes, finalement. Et puis là, c'est important, je pense, bien sûr, d'avoir une bonne formation, mais ensuite de rester curieux, de se remettre en question tout le temps de questionner les choses qui sont faites, même si c'est fait depuis longtemps et que ça marche bien, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être dans l'innovation. Et peut-être un dernier mot sur pourquoi pourquoi vous voudriez aller dans une fintech plutôt que dans une grosse boîte type société de gestion, banque d'investissement, etc. En fait, vous y ferez des choses beaucoup plus intéressantes. Les petites boîtes innovantes, en fait, tout est permis, il y a pas de limite. Alors que souvent, dans une grosse boîte, vous êtes une toute petite pièce d'un très grand rouage. Et puis, si vous n'êtes pas en forme, si vous n'avez pas envie de travailler, ça ne se voit pas. Alors que dans une petite boîte, ce qui compte, c'est vraiment l'implication de tous les jours, de tous les collaborateurs. Donc, selon votre état d'esprit, voilà, n'hésitez pas à vous orienter vers le bon type d'entreprise. Et là, je pense que de toute façon, vous n'aurez aucun mal à trouver parce que vous avez des compétences qui sont très recherchées aujourd'hui. Voilà, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Adina pour cette présentation. Euh, Comme l'a dit Adina, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais maintenant laisser la parole à Selma pour sa présentation. Bonsoir à tous, merci Valentin. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais commencer par vous parler de mon parcours depuis l'école d'actuariat, dans laquelle, pour parler un peu de choses qui vous parlent plus en ce moment. Et puis après, je parlerai un peu de mon parcours, de mes expériences passées dans le conseil et peut-être plus un peu ce que je fais maintenant. Groupe Apicil. Donc moi, j'ai fait l'école d'actuariat à ISFA après avoir fait une licence de mathématiques à Dauphine et accessoirement après des classes préparatoires économiques. Donc j'avais un peu cette double casquette économie et mathématiques et j'avais décidé de m'orienter vers l'actuariat pour combiner les deux. Et puis, donc là, j'ai noté mon sujet de mémoire parce que c'est pour dire, je m'étais orientée assez tôt. Déjà, j'avais un intérêt particulier sur l'allocation d'actifs, sur la gestion d'actifs en assurance. Donc, j'avais fait un mémoire sur la diversification de portefeuille d'un assureur vie avec de la diversification avec des assets alternatifs. Euh, Moi, j'avais choisi le cas des hedge funds. Au départ, je voulais faire du private equity, mais j'avais pas assez de données. Donc, pourquoi j'évoque ce point-là en particulier, c'est que quelque part, si vous avez l'opportunité de faire assez tôt, si vous savez que vous voulez faire de l'actif, par exemple, vous orienter dans cette partie-là de l'actuariat, c'est bien de pouvoir, peut-être dès votre mémoire, votre stage, votre alternance, commencer à étudier ces sujets-là, essayer de trouver des... Moi, par exemple, j'étais dans un cabinet de conseil pour mon mémoire et on a dû faire un partenariat avec Rothschild HDF
pour pouvoir avoir les données pour faire le mémoire. Donc, c'est toujours possible, même si c'est pas directement, vous êtes pas direct, même si vous n'êtes pas directement chez un asset manager euh, ou une société enfin, qui est plus dans une société de gestion ou un assureur dans le département gestion d'actifs. Donc ensuite, je voulais vous parler de mes expériences dans le conseil. En fait, dès le début, j'ai eu la chance ou le hasard a bien fait les choses que dans le cabinet où j'ai Périclès Actuariel, où j'avais été au départ, où j'ai commencé ma carrière d'actuaire, et c'était un cabinet qui était très orienté assurance vie et actifs, du fait du carnet d'adresse de l'associé. Donc, on avait beaucoup de missions qui touchaient à l'actif, à l'assurance vie, à l'épargne. Donc, en général, si vous voulez vous orienter sur l'actif, mais vous êtes toujours en assurance, quand vous êtes en assurance vie, vous êtes plus proche de l'actif que si vous êtes, par exemple, en non-vie ou en santé-prévoyance. Euh, Ensuite, donc, les missions que j'ai pu faire, ça touchait à l'assurance vie, au risque de marché. Donc, tout ce qui est risque de marché, c'est intéressant aussi. C'est une belle porte d'entrée pour le secteur de la gestion d'actifs, on va dire, de l'actuariat financier. Euh, j'ai fait aussi des missions sur des optimisations de portefeuille d'assurance vie, de portefeuille d'actifs d'assurance vie, des calculs d'optimisation de capital économique. J'ai beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui est mission de transaction. C'est pas directement lié à l'actif, donc tout ce qui est fusion-acquisition, c'est pas exactement lié à la gestion d'actifs, mais ça donne une dimension assez intéressante sur le business de l'assureur. Et quand on parle business assureur en assurance vie, on a forcément aussi cette dimension financière qui est très présente. En tant qu'actuaire, vous verrez que euh, dans l'assurance, c'est le passif qui définit l'actif par construction. Mais du coup, maîtriser les deux, ça vous donne, mais la plupart des actuaires, on va dire actuaires classiques, entre guillemets, hors actuariat financier, maîtrisent bien le passif, pas forcément l'actif. Si vous maîtrisez êtes actuaire et vous maîtrisez aussi l'actif, ça vous donne un levier en plus pour avoir une dimension transverse, une dimension plus générale du business de l'assurance. Et c'est une façon aussi d'arriver à l'ALM, qui est la gestion active-passif, qui est un peu le moteur de ce qui se passe dans un bilan d'assurance, dans un business d'assurance. C'est faire communiquer l'actif pour répondre aux engagements qu'on a au passif. Donc, je voulais sinon vous parler un peu de de donner des choses un peu concrètes, un peu je m'étais dit au début, je vais vous raconter ce que je fais au quotidien. Mais en fait, ce que je fais au quotidien, ça change un peu selon la période, selon la semaine, selon le mois ou la période de l'année. Donc, je vais un peu vous dire ce que je fais au quotidien, mais pris sur différentes périodes pour que vous puissiez un peu vous avoir une idée de ce que peut faire un analyste investissement actuaire au sein d'un groupe comme le groupe Apicil, qui est un groupe d'assurance de taille moyenne, qui a des activités d'épargne, d'assurance vie, retraite, santé et prévoyance. Donc, il a une des activités récurrentes que je réalise, c'est le reporting sur les produits financiers. Donc, c'est un point clé de suivre. Donc, c'est le suivi des investissements. On travaille aussi, je ne fais pas ça toute seule, hein, je fais ça avec une équipe, une super équipe. Nous sommes 4 personnes sur la partie investissement ALM. Donc, on travaille sur les projections, les hypothèses de projection des produits financiers. En assurance, les hypothèses, dès qu'on fait un calcul prospectif, vous avez sûrement dû commencer à voir ça, vous avez besoin d'hypothèses et les hypothèses financières sont très structurantes pour un ensemble de calculs en assurance. Donc, on travaille à donner aux différents services les bonnes hypothèses financières sur lesquelles ils peuvent baser leurs calculs.
Il y a la préparation des différents comités, donc comité des pilotages des taux, par exemple, où on voit avec les directions techniques quel taux, à partir des rendements des différents portefeuilles, quel taux on va servir aux assurés sur les contrats d'épargne, les contrats de retraite. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'actif répond au passif. Donc là, c'est une des formes par lesquelles l'actif répond au passif, c'est on définit, on part du taux de rendement d'un portefeuille et on définit après quel taux servi on va donner sur tel ou tel produit. Il y a beaucoup de préparation de comités, donc les comités financiers, les commissions financières, les comités des risques. C'est un point important quand on travaille en tant qu'actuaire, que ce soit à l'actif ou au passif, mais d'autant plus quand on est sur des sujets comme de l'ALM, de pouvoir savoir communiquer le résultat de ces travaux à un niveau plus élevé à la direction générale pour communiquer les bonnes informations à ce niveau-là en regard des investissements. On travaille aussi sur les politiques d'investissement. Il y a les études ALM qui sont une partie importante. Donc, on étudie sous différents aspects comment notre actif peut répondre aux exigences de taux garanti, par exemple au passif. Si je dis des termes un peu barbares, vous n'hésitez pas à les noter, à poser des questions au moment des questions. Donc, dans les études ALM, on regarde aussi tout ce qui est sensibilité. Est-ce qu'on a écart de gap de duration, c'est-à-dire est-ce qu'on a un passif et un actif qui sont adaptés, qui sont au même niveau en termes de duration et en termes de cash flow matching aussi. On travaille aussi sur des choses plus de reporting réglementaire, comme des données d'actifs qui sont nécessaires pour la réglementation Solvabilité 2. Et puis, il y a des sujets de réflexion qui sont assez intéressants, qui reviennent à des différents moments de l'année. Par exemple, là, en ce moment, le sujet, c'est de comment optimiser notre poche monétaire. C'est-à-dire dans l'allocation d'actifs d'un assureur, vous allez trouver d'un assureur vie, typiquement, vous avez beaucoup d'obligations, un peu d'actions pour schématiser, une petite poche de diversification avec du private equity peut-être, de l'infrastructure, de la dette privée, et puis il y a une poche monétaire. Et avec les taux qu'on a en ce moment, bah, ça peut être intéressant de voir comment optimiser cette poche monétaire selon le passif qu'on a en face. Voilà, puis plus globalement, c'est toujours des pistes d'optimisation des actifs financiers. On peut regarder aussi faire des études plus spécifiques pour des couvertures de risques, par exemple de risques de taux. Donc voilà, ça varie selon les périodes. Donc, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis désolée si j'ai évoqué des choses qui sont peut-être pas forcément très claires pour vous à ce stade-là. Ah oui, j'ai entendu mes camarades parler de recrutement, donc je vais un peu copier. Et en ce moment, on ne prend pas spécialement de stagiaires en actuariat, mais plutôt des alternants. Là, actuellement, on a deux alternants, un en ISR, donc sur les problématiques plus donc RSE, et une autre personne qui a un master de finance actuarielle, mais qui travaille du coup avec nous jusqu'à septembre. Et donc après ça, on aura sûrement un besoin de recrutement d'un alternant actuaire. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je passe la parole peut-être à Valentin ou Thibaut. Merci seulement pour cette présentation. Je crois que les internautes auront l'occasion de réagir ou pas sur certains des concepts que vous avez évoqués. Merci encore à tous les intervenants. Je pense qu'on va donc passer à la deuxième grande partie de cette soirée, à savoir la séance de questions-réponses. Et pour mettre un peu, pour faire une mise en bouche un peu, euh, les intervenants, une petite précision, vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure.
Et du coup, pour commencer, je vais poser une première question. Ce serait de savoir aux différents intervenants, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers l'actuariat et peut-être après vers la finance et la gestion d'actifs. Je vais laisser la parole à Redouane peut-être pour commencer. Écoute, je pense que c'est, si je devais caractériser, si je devais présenter l'actuariat, pour moi, c'est des mathématiques appliquées à l'assurance. Et je pense que c'est le secteur assurantiel que, je ne sais pas s'il m'a choisi ou que j'ai choisi, mais en tant que tel, c'est un choix et un intérêt pour le secteur assurantiel en tant que tel. Euh, Vous le savez, il y a des problématiques, il y a de nombreux enjeux auxquels l'assureur est confronté aujourd'hui. C'est un secteur, contrairement aux idées reçues, qui est extrêmement dynamique, très exposé à la techno et très exposé à la fois aux risques, ce qu'on va appeler les fameux risques techniques. Je les passerai, mais tout ce qui est mortalité, un cap inval, on vie santé et tous les risques qu'on va avoir en envie de type yard ou auto, ou catastrophe d'ailleurs, catastrophe naturelle, sujet d'actualité, mais aussi aux risques financiers. Donc c'est un métier qui est assez varié par rapport aux thématiques auxquelles on est exposé. Et pour la deuxième partie, ça veut dire la partie finance, marché et ce qui va avec et la gestion d'actifs qui va avec, je l'ai rencontré vraiment vis-à-vis par le risque et par la gestion du risque actif-passif. Donc, c'est une combinaison de questions, d'enjeux que l'assureur va rencontrer on entendait tout à l'heure Selma parler de la gestion de du cash aujourd'hui, c'est une thématique. Il y a quelques années, quand j'ai démarré, moi, l'enjeu, c'était une des premières crises financières, donc Lehman Brothers et compagnie. Ensuite, il y avait des sujets de type PIGS. Hein, PIGS, c'est les fameuses dettes des pays méditerranéens. Bon, il n'y a pas que la Méditerranée là-dedans, mais je vais pas, je vais pas les appeler périphériques à l'Europe, mais géographiquement, sont périphériques à l'Europe. Et donc, c'est souvent des thématiques de gestion active-passive, de protection de l'assuré qui reviennent et donc qui sont très enrichissants d'un point de vue connaissance, thématique. Euh, Adina parlait de problem solving, de résolution de difficultés, parce qu'on vient combiner plusieurs compétences. Donc ça, oui, c'est un ensemble de concours de circonstances qui m'a mis face à l'actuariat et face aussi, pas sous tous les angles, mais certains angles de la gestion d'actifs et de la finance. D'accord, merci. Merci, Redouane. Et peut-être je vais laisser Dina donner ce qui l'a motivé elle aussi. Alors, je vais vous dire la vérité, hein, je peux. C'est le hasard. En fait, je voulais même pas faire d'études. Et puis c'est mon père qui m'a dit que non, je pouvais pas ne pas faire d'études, donc il m'a un peu obligée. Et ce que j'ai aimé dans l'idée de faire de l'actuariat, c'était en fait la description même de ce qu'est un actuaire, c'est-à-dire un spécialiste de la gestion du risque dans l'incertain. Je trouvais ça vraiment très cool. Et c'est ça qui m'a décidé en fait de passer le concours et donc de faire de l'actuariat. Et honnêtement, je le regrette pas. Alors, bon, la partie études était compliquée parce que d'abord, comme je vous ai dit, j'avais pas à l'époque le niveau en maths. Et puis, j'étais obligée de travailler à mi-temps pour payer mes études. Donc, je vous avoue que je garde pas un souvenir impérissable de mes années étudiantes. Par contre, ça m'a donné en fait des bases incroyables pour en fait résoudre à peu près n'importe quel type de problématique. Euh, voilà, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment important parce que savoir des choses, c'est bien, mais savoir surtout réagir dans des situations nouvelles, c'est encore plus important.
je ne sais pas si on a eu enfin, pour ma part, depuis que je travaille, il n'y a jamais eu de période aussi riche en changement. Euh, et, euh, et faut pouvoir naviguer dans cet environnement. Et puis après, moi, je vous avoue que je suis absolument, j'allais dire je kiffe, mais après, on va dire que je suis pas très institutionnelle. Euh, le, Avoir à résoudre tous ces problèmes tout le temps. Donc, c'est des problèmes techniques, c'est des problèmes vraiment actuariels. Par exemple, un de nos clients, c'est la COS, donc les URSSAF. Et donc, on les conseille sur les 23 milliards qui représentent les deux fonds de retraite de la COS. Et là, je peux vous dire que 0,5% en plus ou en moins dans l'allocation immobilière, ça leur fait acheter un immeuble dans Paris. Donc, c'est vraiment c'est pas anodin comme question. Donc ça, c'est un exemple. Après, quand on travaille sur le digital, par exemple, on fait des outils d'aide à la vente pour des réseaux de distribution. La problématique, c'est vraiment de les aider à comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils vendent, et pourquoi ils doivent faire ça, et pourquoi l'investisseur privé devrait investir dans un PER, dans une solution quelconque que lui propose son interlocuteur, et les aider à comprendre ce que ça veut dire en termes de risque, en termes de rendement attendu, comment le fait de rajouter 10 euros par mois de versement programmé change complètement le paysage de ce à quoi ils peuvent s'attendre dans 15, 20, 30 ans, etc. Donc, c'est une soyez sûr du fait que vous avez une formation incroyable et que ça peut vous ouvrir vraiment tous les horizons. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est pas rare de faire quatre, cinq métiers dans une même vie. Donc voilà, éclatez-vous en fait. Allez vers ce qui vous passionne parce que si ça vous intéresse, c'est quand même beaucoup plus simple. Merci, Edina. Du coup, on va écouter Selma. Oui, alors, pour ma part, c'est un peu comme Adina, on m'a obligée à faire des études. Mais avant de faire de l'actuariat, j'avais arrêté mes études à Dauphine pour faire quelque chose qui n'a rien à voir, de la stratégie digitale. Donc, je travaillais avec des startups, c'était très intéressant. Je faisais de l'accompagnement à levée de fonds. Et puis, est venu un moment où, même moi, bon, on m'a un peu obligée, mais je sentais aussi que, comment dire, j'atteignais un peu mes limites en termes de pousser la science. J'avais envie de pousser la science un peu plus loin. C'est que je faisais beaucoup de business, beaucoup de stratégies, d'innovation qui étaient super intéressants et que même pour jusqu'à maintenant, je trouve que ça a été très formateur. Et en cherchant, et du coup, je suis allée sur Google et j'ai mis des mots-clés. Et je suis tombée à l'époque sur la plaquette de formation de l'ISFA. Je ne savais même pas que l'ISFA existait à ce moment-là. Et c'est comme ça que voilà, j'ai découvert. Puis j'aimais beaucoup Lyon. Alors je me suis dit pourquoi pas. J'ai envoyé mon dossier. Et du coup, moi, je suis rentrée à l'ISFA sur dossier. Et je trouvais la formation super intéressante. Jusqu'à maintenant, je garde encore un très bon souvenir, pas forcément de la formation en tant que telle, parce que bon, il y avait des hauts et des bas. C'était pas forcément simple pour moi de reprendre les études après avoir travaillé. Mais j'ai adoré faire mon mémoire. C'était pour moi quelque chose de super passionnant et j'ai su en faisant mon mémoire que j'avais mis les pieds dans quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que je travaillais sur une allocation d'actifs pour un assureur vie fictif que j'ai dû créer de toutes pièces avec les rapports disponibles à FFA à l'époque sur un actif type d'assureur. On m'a mis à disposition, notre partenaire Rothschild HDF, des données sur quatre hedge funds avec lesquels on diversifiait. J'ai fait un algorithme génétique évolutif pour faire évoluer l'allocation.
J'ai utilisé des algos d'optimisation super avancés que je trouvais super intéressants. Et il y avait un j'ai fait une frontière efficience en 3 dimensions. Enfin bon, c'était vraiment super intéressant. Et, euh, et à partir de là, bah, ça m'a donné un peu goût à tout ce que je fais actuellement et ce que j'ai pu faire aussi avant dans le conseil. C'est faire communiquer justement actif et passif d'une façon, on essaye en tout cas optimale. Voilà. Merci Selma pour cette réponse à la question. Donc on voit qu'il y a vraiment pas vraiment de motivation globale, c'est vraiment des fois des coups de chance, etc. On tombe dessus par hasard, etc. Moi je sais que c'était pareil. Euh, donc maintenant je vais vous poser la seconde question. Donc elle va porter plus sur est-ce que les actuaires qui s'orientent dans la finance gestion d'actifs, c'est un choix définitif ou est-ce qu'il y a vraiment des possibilités, même si on s'oriente au début dans la gestion d'actifs, de s'orienter ensuite vers d'autres branches de l'actuariat? Je vais laisser Redouane répondre. Hein, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, je pense, par les personnes ben, qui participent là-dessus. C'est clairement pas linéaire. C'est clairement pas linéaire. Ça veut dire que c'est ni une impasse et ni un passage obligé. Donc, bien sûr que c'est un choix, comme plein d'autres choix, qui permettent d'acquérir un certain nombre de compétences très importantes. Et bien sûr que ce n'est pas définitif, c'est même à l'encontre, la question me surprend presque pour être légèrement provocateur, à l'encontre des tendances d'aujourd'hui. Justement, on s'attend à ce que les personnes puissent être flexibles, bien sûr qu'elles développent un certain nombre de compétences, mais qu'elles ne soient pas limitées, entre guillemets, à, ne pas limiter sa curiosité par rapport à la complexité des enjeux qu'on a en face et qui, en prenant la gestion d'actifs à titre d'exemple, on est très très vite, par exemple aujourd'hui, touché par les thématiques climatiques. Comment faire? Comment faire le lien? On va être concerné par les thématiques de passif, de solvabilité. Il faut faire les ponts. On est sujet aux thématiques technologiques. Il faut faire le lien. Donc, on est dans un univers passionnant et donc oui, pour moi, c'est pas du tout. Au contraire, c'est une étape très enrichissante, très riche. Ça peut être, bien sûr, on peut approfondir dans le domaine. Il y a beaucoup de choses à faire et garder la curiosité ouverte pour le reste. Donc non. Est-ce que c'est un choix est définitif? Bien sûr que non. Merci Redouane pour cette réponse, c'est très clair. Est-ce que d'autres intervenants ont envie de participer donc sur cette question, si c'est un choix définitif? Moi, je l'ai dit un peu tout à l'heure, vous pouvez imaginer faire plein de métiers différents dans votre vie. Honnêtement, il y a plein de passerelles entre l'actif et le passif, entre le côté vie et ARD, notamment dans le sein d'une grande compagnie ou alors chez un consultant. Vous m'entendez encore? Oui. Donc, oui, il n'y a aucune limite, honnêtement. Si ce n'est votre intérêt pour la nouvelle, euh, la nouvelle matière que vous voulez aborder. Merci Adina, c'est très clair. Je vais laisser donc Thibaut poser la seconde question. C'est- Merci Valentin. Euh, du coup, bon, la question suivante est celle de savoir quelles sont les compétences qui seraient attendues d'un jeune actuel pour exercer dans les métiers de la finance et de la gestion d'actifs. Je vais laisser la parole à Selma, peut-être, pour commencer. Pardon, excuse-moi Thibaut, je vais juste te demander de répéter parce que j'ai pas bien entendu. Quels sont les atouts? Quelles sont les compétences à avoir pour un jeune actuel pour s'orienter dans les métiers en rapport avec la finance et la gestion d'actifs? Alors, je pense qu'il faut d'abord une curiosité
surtout une curiosité par rapport à tout ce qui est financier, économique. Et, et une envie, je pense qu'en termes, j'ai envie de dire, de formation, la formation d'actuaire est quand même assez large et très fournie sur tout ce qui est finance euh, et gestion d'actifs. On voit déjà beaucoup de choses en termes de formation. Après, c'est plutôt une envie, une curiosité d'approfondir tout ce qui est financier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, peut-être s'orienter là-dessus dès ses premiers stages ou son mémoire enfin voilà, être aussi curieux de ces aspects-là et pas être uniquement orienté que vers le passif. D'accord. Merci tellement pour ta réponse. Euh, du coup, je vais demander à Redouane peut-être de préciser aussi quelques éléments par rapport à cette question. Oui, 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 oui. Je vais reprendre euh, ce que disait Adina tout à l'heure. Euh, faut avoir envie. Faut avoir envie, faut prendre le risque de le faire, faut suivre ce qu'on a envie de faire. Et voilà, et après, faut se battre, très important. Euh, savoir ne pas s'arrêter au premier échec, aussi très important. Et se dire que là, vous êtes parti c'est pour quand la retraite? 65, 67 ans, donc vous faites la différence par rapport à votre âge, 70 ans, sachant qu'il y a une démographie qui n'est pas exceptionnelle en France. Donc vous faites le petit calcul et vous vous dites, ben, j'ai une quarantaine d'années, 45 ans à faire devant moi, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que oui, il y a des moments délicats, oui, il y a des situations où on va être challengé, oui, il y a on est, personne n'est parfait et oui. La vie réserve de l'inconnu et des surprises, comme ce que disaient mes confrères. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Bien travailler, être sérieux et puis y croire. Non. C'est un peu générique, mais bon, c'est le fond des choses. D'accord. Peut-être un peu avant de passer la parole à Dina, et en termes de compétences techniques, vous diriez qu'il faudrait quoi à un actuel qui veut se lancer dans ce domaine? C'est moi qui réponds ou c'est... Oui, bah, moi je veux bien répondre, hein, en attendant. Oui, Pour oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'acteur qui veut travailler dans la finance se retrouve quand même en compétition avec ceux qui sortent d'écoles de commerce et ceux qui sortent d'écoles d'ingénieurs. Donc il y a une grosse compétence, enfin une grosse compétition. Alors que, effectivement, quand ils vont vers l'assurance de personnes, l'IRD, la santé, etc., il y a les actuaires et les actuaires, et puis c'est assez simple. Donc, à mon avis, pour percer aujourd'hui dans la finance, la gestion d'actifs, c'est quand même bien de savoir programmer. C'est très important, honnêtement. Aujourd'hui, on fait plus de finance si on n'est pas capable de programmer. Alors, quel langage, j'ai envie de dire, comme Redouane, peu importe, parce que ce qui compte, c'est la pensée algorithmique, finalement. Mais en finance, Python, par exemple, est assez répandu. L'IA, je pense qu'il faut absolument pouvoir se servir de l'IA tout en gardant le recul nécessaire pour pouvoir questionner les réponses de l'IA. Voilà. Je pense que là, c'est ce qui est très chaud aujourd'hui. Merci Edina pour cette réponse complète sur les compétences d'un actuaire donc qui devrait développer donc la programmation, c'est ça. Donc on a une question dans le chat à propos du travail en salle des marchés avec des métiers tels que quoi, structureur par exemple. Est-ce que un actuaire devrait plus faire des stages donc orientés finance comme ALM etc. ou il faut rajouter un autre master
par la suite. Là, je peux aussi dire rapidement, me concernant par exemple, j'ai fait mon stage de dernière année en salle, non pas en salle de marché, mais du côté asset management du CIAL à l'époque à Strasbourg. Et j'ai noué des connaissances du côté salle de marché. Et donc, en sortant donc, de mon stage, j'ai directement enchaîné avec la salle de marché. Je pense que vous pouvez en fait, si vous voulez aller là-dedans, vaut mieux faire un stage et derrière, vous pouvez imaginer trouver un travail assez facilement sans avoir besoin de refaire un master en finance, à mon avis. D'accord. Merci, Dina. Peut-être un des autres intervenants veut réagir par rapport à la question. Je confirme qu'effectivement, un stage orienté finance, après une formation d'actuaire qui est déjà assez fournie en matière financière, c'est peut-être un choix plus judicieux que d'ajouter un master de finance en plus. Et donc la question disait un stage finance comme l'ALM, peut-être si l'orientation est plus d'aller en finance de marché, c'est pas forcément la même dimension financière que par exemple faire de l'ALM qui est plus spécifique à l'assureur. On a de l'ALM en banque aussi, mais c'est pas du tout les mêmes enjeux et c'est encore moins les mêmes enjeux que les problématiques financières en salle de marché. Merci Selma pour cette réponse. Est-ce que Redouane veut ajouter un mot est-ce que vous voulez ajouter un mot sur le fait de faire un master supplémentaire ou un stage particulier pour exercer en tant que quant ou structureur, par exemple? Mais je, je ne saurais pas répondre exactement à la question parce que le sujet, c'est que plus on va vers des activités de type quant, plus on s'éloigne de la spécificité assurantielle. C'est-à-dire que on ne fait pas du trading de la même manière si on est, bon, si on est face à, selon les entre, bon, quand on est quand on est un assureur, on va créer, on va définir une politique ALM et cette politique ALM, ensuite, elle est déclinée par des gestionnaires d'actifs. L'activité de trading, par l'acteur qui va faire la gestion d'actifs, l'activité de trading en tant que telle, elle est souvent éloignée du métier de l'assureur en tant que tel. Donc, actuariat forme sur la combinaison des deux métiers, c'est-à-dire une bonne connaissance des placements, une bonne connaissance des passifs. Et l'activité de compte nécessite, ce que disait Adina, une compétences technologiques fortes et une très bonne connaissance du Hull que vous pourriez, qui est toujours tout aussi valable pour connaître la différente variété des produits dérivés, de leur pricing et de la manière dont ça se valorise. Et donc, des formations complémentaires pour renforcer ces compétences actives, je pense qu'elles seront toujours les bienvenues. Après, ça dépend aussi de votre curiosité pour revenir sur ce mot-là. Peut-être que vous avez déjà parcouru tout le Hull en formation parallèle et que vous avez déjà suivi quelques cursus renforçants dans votre parcours et que vous connaissez les différents produits non vanille et les quelques questions que peuvent vous poser des acteurs qui sont plus orientés placement. Donc c'est presque pas une question de est-ce que je dois me former, c'est est-ce que j'ai mis de la curiosité là-dessus pour pouvoir défendre ma position face à d'autres candidats qui, eux, euh, auront un background sur les compétences techniques IT et techniques finance de marché plus marqué. Donc, la formation, c'est un plus, certainement. Est-ce qu'elle est indispensable? Ça dépend de votre degré de préparation sur le sujet. D'accord. Merci, Rodon, pour cette intervention. Merci à tous les intervenants. Du coup, on va prendre une autre question. Et la question serait notamment de savoir quels sont les enjeux actuels
notamment dans les grands enjeux actuels, notamment en ce qui concerne dans les métiers de la finance et la gestion d'actifs, notamment avec tout ce qui est IA et question de durabilité. Je vais peut-être laisser la parole à Selma pour commencer. Euh, oui, alors effectivement, il y a des enjeux sur la durabilité en ce moment qui sont importants. Euh, c'est pas quelque chose sur lequel moi je travaille directement, donc je n'aurais pas forcément beaucoup à dire là-dessus. Moi, un des enjeux qu'on a rencontrés récemment, qui était un enjeu important sur la place, c'est l'enjeu de la liquidité. Donc, euh, avec la transformation de l'environnement économique qu'on a connu ces dernières années, on a eu à revoir notamment notre politique de liquidité, notre positionnement, puis donner des orientations peut-être un peu qui prennent plus en compte le risque de liquidité, notamment dans la réalisation des allocations stratégiques. Donc ça, c'est un aspect important. Sur l'IA, c'est effectivement un enjeu de taille sur comment l'utiliser, comment le mettre à profit de façon optimale et intéressante au sein en fait, l'IA, c'est assez transverse. Donc, c'est de la gestion, ça peut être utilisé pour de la gestion d'actifs, pour de l'actuariat financier, pour de la gestion des risques financiers. Mais encore une fois, c'est d'avoir le recul nécessaire pour l'utiliser de la meilleure façon possible et d'avoir aussi les compétences techniques, technologiques et les ressources aussi, les ressources technologiques nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de type IA qui sont performantes et qui sont optimales surtout parce qu'on peut parfois s'embarquer dans des projets d'intelligence artificielle qui sont faramineux et qui finalement, dans le coût rapporté à comment dire, euh, à ce que ça peut apporter concrètement pour l'institutionnel sont peut-être pas bien évalués. Donc, il y a un enjeu technique, il y a un enjeu stratégique aussi de savoir dimensionner ce qu'on veut faire avec l'IA dans le cadre de la gestion d'actifs et de l'actuariat financier. D'accord. Merci, Selma, pour ton intervention. Alors, je vois qu'il y a une question juste sur comment peut-on monter en compétence en gestion d'actifs. Il y avait juste un point que je voulais mentionner. N'hésitez pas à regarder. Il y a un site, je pense qu'il existe toujours, il s'appelle Ressources actuarielles, sur lequel tous les actuaires qui ont passé leur mémoire devant l'Institut publient leur mémoire. Et moi, j'avais toujours trouvé ça super intéressant d'aller lire ceux qui ont fait leur mémoire dans une société de gestion d'actifs, dans une salle de marché ou autre, parce que c'est par le fait des exigences de l'Institut des actuaires, les mémoires sont en une dimension technique et une dimension professionnelle qui font que c'est une matière très riche pour se faire une idée des différentes problématiques qui sont traitées par ces mémoires. Merci Selma. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur comment monter en compétences concrètement pour travailler en gestion d'actifs, finance, quand on est étudiant, quand on est L3, M1, M2 ou jeune actuaire par exemple, autre que par exemple les ressources actuarielles, etc. Il y a plein de cours en ligne, certains gratuits. Faut juste être curieux. Merci Adina pour cette réponse. On a aussi des questions liées à ça, des questions particulièrement sur des recherches de stage, d'alternance, etc. Qu'est-ce que la personne qui recherche un stage, une alternance, on sait que c'est difficile hein, en L3 de trouver les premiers stages, etc. Je pense que la plupart des actuaires en profession ou même actuellement, c'est assez compliqué parfois pour trouver un stage en L3. Comment se démarquer pour avoir un stage, pour avoir une alternance, notamment pour un jeune actuaire ou quelqu'un qui étudie l'actuariat?
Alors, à mon avis, il suffit pas d'envoyer un CV ou sans CV. Il faut derrière, en fait, déjà avoir une lettre de motivation qui s'adresse à la boîte en question. Et puis ensuite, il faut faire un follow-up sur LinkedIn. Donc, il faut contacter des gens sur LinkedIn de cette société qui vous intéresse. Et puis, il faut essayer de trouver un numéro de téléphone et les appeler. Voilà, il faut aller le extra mile, comme diraient les Américains. On ne peut pas juste envoyer des CV et se dire que quelqu'un va vous rappeler. C'est pas suffisant. Merci Edina pour cette réponse très claire, très limpide. Faut être proactif dans sa recherche. Est-ce que Selma ou Redouane ont un avis donc, pour ces stages alternance pour ces jeunes actuels? Hum, Alors, oui, Selma, pardon. the floor is yours. Non, j'allais juste ajouter que effectivement aller sur LinkedIn et être présent aussi parfois à des événements qui sont aussi ouverts aux étudiants. Donc n'hésitez pas à aller directement au contact des personnes, discuter avec eux sur des événements qui sont justement sur des thématiques de finance ou de gestion d'actifs pour vous démarquer. Merci Selma pour cette réponse. Donc, Redouane, vous vouliez dire quelque chose sur les méthodes pour trouver des stages, alternance, etc. en tant que Moi, jeune? je confirme le côté L3. Effectivement, on prend souvent un peu plus tard euh, les, les- les étudiants. Donc, et je rejoins ce qu'ont dit mes confrères, c'est que il y a un côté proactif et les forums, j'insiste là-dessus, les forums sont une bonne occasion pour que les personnes vous voient. Parce que c'est important aussi, il y a un côté où, tant qu'on reçoit un message sur LinkedIn, c'est un côté impersonnel. Quand on rencontre des gens, ça personnalise, ça donne un, un feeling qui peut être plus concluant. Donc oui, ça n'a pas le même poids, une personne qu'on rencontre sur un forum versus une personne qui envoie quelque part de façon un peu inattendue pour nous une candidature, sachant que souvent, c'est un peu moins le cas pour les plus petites structures, mais pour les grosses structures, les processus sont relativement huilés, au sens, ben, il y a des plateformes dédiées, les offres de stage y sont euh, ou d'alternance, ils sont bien mentionnés. Donc, c'est peut-être pas exactement la même approche pour des acteurs de taille plus moyenne ou des structures de plus grosse taille. Diversifier aussi le type d'approche selon les acteurs, mais rester proactif, c'est important. Merci Redouane pour cette réponse. C'est très clair. Donc on va passer à la prochaine question. Euh, Donc on revient un peu sur le fait de est-ce que on se bloque en allant en gestion d'actifs, mais là c'est plutôt l'inverse. C'est est-ce qu'on se bloque en n'allant pas en gestion d'actifs? Est-ce que un profil plus IARD peut-être ou assurance de personnes peut basculer vers la gestion d'actifs ou la finance par exemple? Est-ce que quelqu'un veut prendre la main sur cette question? Redouane, Selma ou Adina? Moi, avec l'âge, en fait, on découvre plein de choses. Moi, j'ai des copains qui faisaient actuariat, qui se sont lancés en boulangerie, qui réussissent pleinement leur nouvelle initiative entrepreneuriale. Ceux qui sont partis en médecine, qui réussissent très, très bien. Donc, ça reste des métiers cousins. Faire bien maîtriser l'actif et les placements et exceller dans ce domaine-là versus une bonne connaissance du passif. Encore une fois, dans tous les cas, il faut trouver des arguments si on cherche un emploi vis-à-vis de l'employeur, que ce soit stage ou autre, pour qu'il croie à l'histoire que vous allez lui raconter. Parce que il y a aussi une histoire, c'est qu'on est en France, on n'est malgré tout pas si, pas si ouvert au changement de trajectoire, c'est culturel.
Donc, donc, euh, donc, il faut avoir une histoire à raconter en plus, bien sûr, de, 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 de l'envie d'y aller. Donc non, on peut bien sûr par la suite basculer d'un domaine à l'autre. Et donc le plus important, c'est quand on prend un domaine, c'est d'y aller et puis d'y aller à fond, de faire très bien. Et oui, j'ai des collègues qui sont passés par l'actif et qui ensuite se sont retrouvés directeurs d'un département d'investissement. Donc il y a qui ont fait beaucoup de passifs et qui après ont fait de l'actif. Donc il y a pas de, il y a pas de, il y a faut pas se bloquer sur une connaissance ou sur une trajectoire. Par contre, il faut y aller à fond à chaque fois. Je voudrais juste rajouter que c'est peut-être plus simple quand même d'aller de la finance vers la partie assurance IARD, etc. Juste parce qu'en tant qu'actuaire, il y aura toujours une place pour vous de ce côté-là. Dans l'autre sens, c'est juste que vous allez vous retrouver avec la concurrence des autres et notamment de ceux qui ont fait ça depuis plus longtemps. C'est juste dans ce sens-là, mais après, c'est quand quelqu'un a envie de faire un truc, franchement, normalement, rien ne doit l'en empêcher. D'accord. C'est clair, Dina. Merci pour ton intervention. Peut-être Selma aurait quelque chose à rajouter. Non, j'ai pas beaucoup à rajouter. Je dirais juste que quand on est actuaire, on fait que du passif. C'est à peu près ce que tout le monde attend de vous, c'est de faire du passif. Quand vous êtes actuaire et vous faites aussi de l'actif, c'est un atout. Donc que vous basculiez du côté actif ou que vous reveniez au passif, ça restera toujours un atout. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est que si vous avez une casquette qui est uniquement passif et vous souhaitez aller vers de l'actif en finance de marché, il faut y mettre un peu plus, probablement plus d'efforts. D'accord. Merci, Selma. Maintenant, peut-être une question un peu plus orientée pour Rajina. Ce serait de savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de- 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 des recrutements que vous faisiez et souvent des problématiques sur lesquelles vous travaillez qui intégraient notamment l'IA. Et du coup, j'aimerais vous poser la question de savoir quel est l'impact que l'IA a aujourd'hui dans votre travail. Alors, l'IA, nous, on l'utilise depuis assez longtemps. D'ailleurs, on a dans moi, responsable de la recherche quantitative a un doctorat en IA. Donc ça, c'est assez pratique. Et pour le coup, et ça vous donne un exemple très concret, elle venait pas du tout de la finance, puisqu'elle avait fait son doctorat avec EDF, donc elle venait de la physique. Et ça ne l'a pas empêché d'intégrer la finance et de faire ça très bien. Euh, du coup, j'ai perdu le fil. C'était quoi une question? La question, c'était de savoir comment ça impacte votre Ah travail. oui, donc est-ce que ça impacte? Ben voilà, c'est à quel point ça finalement ça impacte pas plus que ça. Non, après l'IA qu'on utilise nous, elle est algorithmique. Dans le sens, c'est pour faire des calculs plus vite, c'est pour arriver à des solutions optimales, etc. Donc c'est des choses encore une fois qu'on faisait depuis longtemps. Euh, Et là, ce qu'on essaie, alors, mais par contre, le hype en ce moment, c'est autour de l'IA générative. Et donc là, tout le monde n'a pas trouvé tous les cas d'usage. Nous, par exemple, on regarde maintenant l'IA pour mieux approcher pour faire de la prospection un peu mieux, pour traiter les clients un peu mieux. Mais on n'a pas trouvé vraiment beaucoup de cas d'usage sur nos métiers. Alors, on l'utilise par exemple dans les choses qu'on fait, on fait du reporting de performance, tant pour nous que pour des clients à nous. Et là, une des utilisations de l'IA, par exemple, c'est de faire les reportings de gestion de manière automatisée, ce qui permet de faire gagner un peu de temps aux sociétés de gestion.
Après, on a travaillé, par exemple, aussi sur un dashboard qui permet de se rendre compte du sentiment sur le marché de certaines thématiques, enfin, du sentiment de marché, du sentiment des gens sur certaines thématiques qui impactent la finance. Et donc là, par exemple, on a fait tout un projet de recherche où on passe en revue l'ensemble de ce qui est écrit, par exemple, sur une thématique dans un pays, etc. Et on tire de ça des tendances donc est-ce que c'est une tonalité positive, négative, etc. Donc voilà. Mais on n'a pas eu de choses impactantes pour l'instant pour ce qu'on fait nous. Mais l'ensemble de mes collaborateurs, je les encourage à utiliser l'IA pour améliorer leur processus, pour aller plus vite, etc. Je ne sais pas si ça a répondu à la question en fin de compte. Oui, complètement. Du coup, vous diriez plutôt que l'IA aujourd'hui dans votre métier, ça sert beaucoup plus à l'automatisation des process et que vous êtes Et- encore dans l'exploration d'autres cas d'usage. Du coup, nous allons accueillir notre quatrième intervenant, euh, Monsieur Dominique. Si vous voulez, je vais vous laisser la parole pour que vous présentiez. Il semble qu'il y a des problèmes de son, donc on va continuer sur les prochaines questions jusqu'à ce qu'il puisse. Voilà, ça va mieux là peut-être? Ah, parfait, c'est tout bon. Ok, désolé, désolé, pardon. Merci de votre patience, je suis désolé, j'ai des obligations précédentes qui étaient un peu compliquées. Valentin, je ne sais pas dans le timing qui existe, comment vous voulez que je fonctionne par rapport à ce qui a déjà été fait? Oui, c'est tout bon. Donc là, on a fait la première partie des questions-réponses et donc bah, vous pouvez dérouler votre présentation. D'accord, d'accord, très bien. Donc, sur la première partie, donc j'ai eu la chance de faire l'actuariat à l'ISUP donc, dans les années 90. Ça fait un peu ancien combattant, mais ça commence à dater un peu. Et j'ai eu la chance de rapidement travailler sur de la modélisation financière, donc tout ce qui était produit à capital garanti pour la BNP. Donc, vous savez, c'est des produits qui vous garantissent de retrouver votre capital et d'avoir une partie de la performance d'un indice, par exemple, des produits qui existent encore aujourd'hui et qui étaient plutôt en naissance à l'époque. Et puis ensuite, j'ai assez rapidement travaillé sur tout ce qui était modélisation de convertibles, qui est un produit maintenant bien connu, mais qui était un peu pionnier au tout début des années 90. Et rapidement, avec d'autres personnes, on a créé ABC Arbitrage en 1995. Et donc, je me suis occupé de tout ce qui était la partie recherche et développement et toute la partie du contrôle de risque qui est très important dans notre métier. Et donc, si pour donner une image un peu macro de ce que ça veut dire notre métier ou de qu'est-ce qu'on fait, alors d'abord, où est-ce qu'on se situe dans le métier de la finance? Donc, ABC Arbitrage est un gérant qu'on appelle quantitatif. Donc, dans le monde de la gestion, hein, si je vous donne encore une fois la big picture, on a à peu près entre 120 000 et 150 000 milliards d'encours sous gestion dans le monde entier. Pas nous, hein, je parle de la gestion en général, évidemment. Dans ces 120, 150 000 milliards, ça inclut le private equity, ça inclut tout type de gestion possible et imaginable. Les hedge funds représentent à peu près entre 4 000 et 5 000 milliards dans ces 120 000 à 150 000 milliards. Donc, vous voyez, c'est moins de 5%. Et dans ces hedge funds, on est classé là-dedans, il y a ce qu'on appelle la gestion quantitative, les hedge funds quantitatifs. Et là, c'est moins de 500 milliards. C'est une estimation que nous avons. Donc, vous voyez qu'on est sur une niche toute petite de la gestion au sens large que je viens de vous exprimer. Et donc, cette gestion quantitative, elle utilise principalement de la technologie, donc du développement, des algorithmes. On pourra peut-être parler de l'IA, mais j'ai entendu que vous en avez déjà parlé un peu. Donc, on utilise tout ce qui va nous permettre de traiter des grandes quantités de données en calcul et en simulation et ou en modélisation, et puis ensuite les appliquer au marché. Et on va le faire de manière algorithmique, c'est-à-dire en fait, nous ne traitons aucun ordre à la main. Ce sont des algorithmes qui passent les ordres et qui scrutent les marchés et qui appliquent nos modèles, évidemment, sur les marchés. Donc, on fait ça sur une centaine de marchés à travers le monde. On travaille quasiment 24 heures sur 24 avec notre filiale à Singapour. Et puis, évidemment,
l'objectif est de faire des bénéfices systématiques et avoir un grand nombre de jours positifs. Donc, c'est démontré au travers de résultats que nous affichons depuis 30 ans, hein, une moyenne de ce qu'on appelle rentabilité sur fonds propres, hein, en anglais return on equity, supérieure à 15%, avec des performances brutes. Donc le return on equity, c'est une moyenne des rendements sur fonds propres, pardon, c'est le résultat net de la société après les charges, les salaires, les locaux, etc. Et l'average gross return, c'est la rentabilité comparable à un indice boursier, par exemple. Et là, notre moyenne de rentabilité est supérieure à 30% chaque année depuis 30 ans. Donc, c'est vrai que c'est un métier ultra systématique, ultra quantitatif et où l'expertise statistique, probabiliste et plus généralement mathématique, pour prendre une terminologie plus large, est centrale. Et donc, 80% de nos effectifs ont une culture mathématique forte et 80% de nos effectifs, si je fais caricatural, développent au sens informatique du terme de choses allant à des choses ultra complexes, à des choses éventuellement plus simples. Mais on a donc une très forte culture du développement, y compris sur des ingénieurs ou sur des actuaires qu'on a pu avoir chez nous. La culture de développement a pris une part extrêmement importante de notre activité. Et donc, ce qui me permet de glisser sur le troisième bloc, j'espère que je ne vais pas trop vite, je ne sais plus quel temps j'ai exactement par rapport à l'échéance, mais j'essaye de vous donner le maximum de temps pour poser des questions éventuellement. Et donc, le troisième, je glisse subtilement sur le troisième pâté de ma présentation, donc qui est l'équipe. Je vous ai déjà un peu exposé qui on avait dans notre équipe, mais en gros, je répète, beaucoup d'ingénieurs qui ont développé depuis 30 ans dans les écoles d'ingénieurs, hein, des branches financières ou des branches proches de l'actuariat. Beaucoup de développeurs, et là ça peut être des écoles d'ingénieurs, mais aussi des gens qui se sont formés plus sur le tas. Je pourrais comparer ça à la station F là, de l'école de Xavier Niel. On a des gens qui peuvent venir de ce genre d'auto-formation également. Et évidemment, on va avoir une forte orientation tech, donc avec du développement en Python, en C#, avec énormément de traitement de données. Je vais vous donner un exemple d'une journée ABC standard. On reçoit à peu près 2 milliards de mises à jour de carnets d'ordre dans le monde en temps réel, dans la journée. Ça nous fait nous passer des ordres pour à peu près 10 millions d'ordres par jour. Et on va avoir 200 000 exécutions par jour. Donc, vous voyez bien qu'avec une centaine de personnes, ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes à 115 personnes, vous voyez bien que ce n'est pas faisable à la main. Et donc, effectivement, il y a une très forte culture tech IT, avec beaucoup de développement, beaucoup de traitement de données et beaucoup de vitesse aussi dans ce traitement de données. C'est pour ça qu'on cherche de la partie développement des gens qui sont capables de développer avec la notion de temps réel qui est extrêmement importante sur les marchés financiers. Donc, la culture actuarielle, elle est très forte chez nous au sens modélisation et au sens utilisation des statistiques et des probabilités. Et c'est vrai que là-dessus, toutes les écoles d'actuariat orientées finance, mais pas que, je vais peut-être prendre un exemple après, peuvent apporter des compétences en tout cas significatives et très intéressantes pour les métiers que nous faisons, à condition d'avoir cette composante de développement qui a pris maintenant une part prépondérante si on compare ça à il y a 10 ans ou 15 ans, c'est encore plus fort aujourd'hui, bien plus fort aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et évidemment, il y a 15 ans, c'était déjà beaucoup plus fort qu'il y a 30 ans. Donc, sur la partie comment on fonctionne et quelles sont les autres dimensions que nous cherchons à avoir dans les gens que nous recrutons, et en particulier si nous recrutons un actuaire. Sa partie technique est importante pour nous, évidemment, je l'ai dit. La partie codage, la partie développement informatique est extrêmement importante également, je crois que vous l'avez compris. Mais comme on est une petite équipe, la dimension humaine est également très importante. Donc cette capacité à ne pas être solitaire dans son travail et aimer cette capacité à collaborer et à construire des projets ensemble, c'est aussi un élément que nous recherchons énormément. Et si je suis transparent avec vous et totalement sincère, dans la promotion que moi j'ai connue il y a quelques temps, ou un temps où les moins de 20 ans, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, malheureusement, je reconnais que c'est quelque chose qui n'était pas très prépondérant, ce côté collaboratif dans la promotion que je pouvais fréquenter à l'époque. Je pense que ça a changé maintenant, mais je pense que c'était important pour moi de vous dire que ça restait une dimension extrêmement centrale dans notre recrutement et des choix des collaborateurs que nous pouvions avoir quand nous recevons des CV et que nous les rencontrons ensuite en entretien. Voilà, j'ai fait compact et vite, Valentin, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions et à revenir sur des points, bien sûr, de ce que je viens évoquer.
Merci, c'était très clair cette présentation. C'était très clair sur ABC Arbitrage et les différentes compétences demandées. Ça répond à plusieurs des questions qu'on a pu avoir dans le chat, donc notamment par exemple avec le fait de se former en autodidacte, par exemple sur C++, etc. Donc d'après ce que je comprends de cette présentation, c'est plutôt valorisé ABC Ouais, alors Arbitrage. nous, on a un protocole de recrutement, mais on n'a rien inventé. Loin de moi l'idée de dire qu'on est les seuls à faire ça ou même une petite partie à faire ça. Aujourd'hui, on a un protocole de recrutement qui vient faire passer des tests techniques, en particulier en codage, hein, et surtout en codage. Et donc, évidemment, on vient reconnaître la qualité et la compétence du candidat plus que son diplôme, même si le diplôme reste néanmoins la preuve d'une formation académique souvent de qualité, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles d'actuariat d'ailleurs. Mais donc ce test technique ou ces tests techniques, il y en a plusieurs, ils peuvent tout à fait être brillamment réussis. On en a eu hein, par des gens qui n'ont pas fait d'école au sens classe prépa et école d'ingénieur ou école d'actuariat, mais qui ont suivi des formations plus autodidactes ou plus de formations continues. Ou je prenais l'exemple de Station F qui marche très bien. Des exemples qui sont de formations atypiques, en tout cas pas des parcours académiques classiques. Merci, c'était très clair donc sur les compétences développées par les actuaires qui voudraient s'orienter en gestion d'actifs ou en finance. Euh, Avant, on avait une question sur le fait de travailler en tant que quant structureur, etc. Donc, est-ce qu'il y a des stages notamment quels stages sont plus demandés avant de s'orienter sur ce genre de domaine, Ouais, etc. Je pense que ça. ouais, c'est une bonne question. Euh, je vais donner une conviction plutôt qui est un peu constante dans le temps, même si évidemment on est toujours ouvert aux cas atypiques, aux candidats un peu différents. Mais globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement peut-être à des écoles plus généralistes ou à des métiers plus généralistes, le métier de quant, c'est un métier, il faut tomber dedans quand on est petit quasiment, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait des stages là-dedans et ou des premières expériences dans ce domaine-là, les années que vous n'avez pas passé dans le quant, généralement, sont pénalisantes. Ces années non passées dans nos métiers quant sont pénalisantes pour le recrutement. Pourquoi? Parce que c'est des métiers d'ultra spécialistes. Et donc, c'est vrai qu'on va aller chercher très tôt des gens qui ont eu cette capacité à se former, soit à travers des stages ou des premières expériences, soit parfois à travers éventuellement des travaux plus de recherche et développement, mais qui vont être capables de montrer déjà une capacité à bien comprendre l'environnement financier, à comprendre l'orientation quant de cet environnement de gestion. Et donc, c'est vrai qu'on va valoriser assez fortement les premières expériences en la matière. Maintenant, pas de panique, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, moi, je suis le premier à encourager des stages de découverte, et en particulier les stages de 2 à 3 mois, le premier stage qu'on appelle parfois stage ouvrier ou premier stage de découverte. Ça peut être dans l'alimentation et puis revenir finalement en stage de troisième année vers quelque chose de plus quant. Mais si vous ne faites pas votre stage de deuxième année là-dedans, ni votre stage de troisième année, ni une première année d'expérience là-dedans, il va falloir démontrer une certaine forme d'exceptionnalité pour réussir à re-rentrer dans ce domaine. C'est vraiment un domaine qui est assez vite fermé et qui vient sélectionner très tôt dans cette compétence-là. Donc, par contre, vous pouvez avoir 3 ans chez quelqu'un qui fait du quant d'une certaine manière et puis aller chercher ensuite des univers un peu plus spécialisés ou un peu plus pointus encore. Mais vous aurez quand même cette espèce de premier bagage qui va être quand même fortement regardé. Donc oui, il existe des stages. Nous, j'avoue qu'en ce moment, pour plein de raisons qu'on pourra développer si vous le souhaitez, on prend plutôt pas de stages courts. Donc on va chercher plutôt des stages de 5-6 mois minimum et plutôt des stages qu'on appelle des stages de pré-embauche. C'est-à-dire on cherche plutôt à avoir quelqu'un qui aura envie après son stage, si ça se passe bien, d'avoir envie de rester avec nous. Parce qu'en fait, le stage demande un certain investissement pour nous, hein. C'est un domaine, je l'ai dit, assez spécialisé. Donc il va falloir qu'on encadre quand même pas mal l'apprentissage de ce domaine-là. Et donc, on va chercher à sélectionner quelqu'un qui aura plutôt la capacité et l'envie de rester avec nous pour un recrutement futur. Euh, Merci Dominique pour ces précisions. Je pense que c'est très clair. Peut-être juste rebondir. Tout à l'heure, avant que vous arriviez, on était en train de parler sur l'impact que l'IA peut avoir aujourd'hui et tout ce qui est machine learning.
Et je me rappelle que dans votre propos, vous avez parlé aussi de grandes analyses de données dans votre travail et tout. Et du coup, la question qui se pose alors, c'est de savoir chez ABC Arbitrage, par exemple, comment est-ce que le machine learning aide aujourd'hui dans votre travail et oui, quelle est la place que ça peut occuper, les projets peut-être sur lesquels vous travaillez et qui intègrent l'IA ou le machine learning. Ouais, alors, je suis arrivé en route, donc j'ai cru comprendre qu'il y a des choses qui ont été dites sur le sujet déjà. Donc, je vais répondre en commençant un tout petit peu décalé par rapport à votre question. Donc, chez nous, on a deux types d'IA. On a l'IA qu'on appelle IA métier, c'est-à-dire comme tout à chacun, et je crois que c'est ce que disait tout à l'heure l'un de vos intervenants. En fait, bah, on a quelqu'un qui travaille dans le juridique chez nous, qui travaille dans des analyses financières et qui va utiliser l'IA dans son métier, mais au même titre que ça va être utilisé dans la pharmacie ou dans d'autres métiers industriels, quels qu'ils soient. Donc ça, chez nous, ça existe déjà de manière assez présente et on continue à essayer d'accélérer sur le sujet. L'idée, comme tout le monde, on n'a rien inventé, c'est de gagner en productivité et d'enlever les tâches à basse valeur ajoutée au regard de ce que c'est faire l'IA aujourd'hui pour que nos experts et nos collaborateurs puissent se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est l'IA métier. Et ensuite, il y a l'IA qu'on appelle chez nous core business, c'est-à-dire en fait cœur de métier. Et là, on se dit, est-ce que l'IA va nous permettre de finalement d'accélérer la modélisation de phénomènes de marché ou une capacité à traiter le grand nombre de données que je vous ai décrites tout à l'heure, hein, à les traiter de manière plus intelligente et plus rapide dans nos métiers. Donc, l'IA, c'est un terme aussi qui est un peu galvaudé. Vous savez, c'est comme un peu pour les plus anciens de nous qui ont connu la bulle Internet de 99-2000. On voulait tous avoir un nom qui finissait en .com parce que c'était valorisant. Donc là, tout le monde met de l'IA partout, dans le yaourt, dans les dentifrices et dans la gestion d'actifs. Donc c'est sûr qu'il faut faire un petit peu attention, mais nous déjà, la notion de traitement intelligent de la donnée et la capacité d'avoir des systèmes qui nous remontent de l'information pré-mâchée pour nous guider dans nos décisions, on a déjà ça qui existe chez nous. Par contre, on ne fait pas de l'IA aussi fortement que ce que vous pourriez avoir avec un chat GPT classique, c'est-à-dire on n'a pas créé nos propres modèles d'IA. Là, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement, ce n'est pas à l'échelle d'ABC Arbitrage. D'ailleurs, ceux qui les font aujourd'hui ont des avis un peu disparates. On a des gens qui, pour l'instant, nous disent que c'est trop cher par rapport à ce que ça rapporte et ce qu'ils ont investi, et d'autres qui nous disent probablement c'est déjà, on pense que ça peut être déjà efficace, ou en tout cas qu'on peut en tirer des choses positives. Si on reprend l'exemple de DeepSeek qui a fait un peu la une ces derniers jours sur l'IA, DeepSeek a été financé par une société, une firme de trading, hein, un hedge fund. Donc, ça a été financé par un hedge fund en grande partie. Donc, il y a d'autres applications chez DeepSeek que le trading, mais au départ, ça a été apparemment financé, créé, subventionné, je ne sais pas comment on peut dire, à travers déjà des firmes de gestion quantitative. Donc, on voit bien que l'IA est centrale dans nos métiers. La bonne question pour l'IA chez ABC Arbitrage, comme dans la gestion quantitative en général, c'est de savoir comment on arrive à bien mettre le curseur entre les investissements que vous mettez et que vous êtes capable de mettre. Parce que là, encore une fois, je vous ai parlé de plusieurs centaines de millions, ce n'est pas du tout à l'échelle d'ABC et probablement pas à l'échelle de plusieurs firmes de gestion quantitative. Et puis, la capacité à en tirer quelque chose. Et donc, nous, la question chez ABC, encore une fois, qu'on utilise déjà en partie, hein, c'est de dire quel est le curseur qu'on va mettre en termes d'investissement et dans quel calendrier. Quand on n'a pas les moyens parfois de mettre 200 millions, ça ne vaut pas le coup d'être trop pionnier non plus. Hein. Donc, il faut trouver le bon calendrier et le bon format pour justement réussir à ne pas rater le train de l'IA, mais en acceptant ou en faisant attention pardon, à ne pas non plus surinvestir sur un domaine qui n'a pas encore complètement fait ses preuves dans la finance quantitative, en tout cas pas de manière immédiate. D'accord. C'est très clair, Dominique. Merci pour vos différentes explications. Peut-être une autre question pour tout le panel cette fois-ci. Vous diriez que le rôle de l'actuaire dans la gestion d'actifs et la finance, comment est-ce qu'il a évolué au cours de ces dernières années? Peut-être seulement pour commencer. Euh, alors, dans mon cas, je vais peut-être parler plus de la gestion actif-passif. Du coup, c'est qui est plus de mon domaine.
Sur les dernières années, on a vu une évolution de plus en plus importante de tout ce qui est risque de marché, parmi tous les risques que l'assureur traite. Et donc, il y a une importance, l'importance qui est donnée à la gestion actif-passif a été croissante, en tout cas de ce que j'ai pu observer sur les dernières années, du fait justement de l'environnement économique et financier et de l'importance du pilotage des risques et surtout et aussi il y a l'aspect donc risque et il y a l'aspect aussi compétitivité. On évolue dans un environnement de plus en plus compétitif et la gestion active-passif, c'est un levier pour permettre d'optimiser au mieux je parle par exemple de l'assurance vie ou de la retraite, d'optimiser sa gestion d'actifs pour répondre au mieux à ses engagements, de servir de meilleurs taux et donc d'être plus compétitif sur le marché. Donc à travers ce prisme-là, tout ce qui est donc gestion actif-passif chez les assureurs et notamment les assureurs vie, assurance vie, retraite, essentiellement, donc sur des engagements plutôt longs, ça, ça a eu un rôle de plus en plus important. Merci Selma. Peut-être Adina voudrait rajouter quelque chose. Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est que je suis désolée, mais je vais devoir vous quitter. Pardon. Parce qu'on est prévu jusqu'à 19h30, donc j'ai un autre engagement. Je suis vraiment ravie d'avoir passé cette soirée en votre compagnie. Merci. Et donc, je reste disponible pour ceux qui le souhaitent via LinkedIn, par exemple. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci Adina. Merci Adina, merci à tous pour cette soirée. Oui, c'est sûr, on a dépassé du coup 19h30. Bah, je vous remercie d'avoir assisté donc à cette quatrième soirée de l'Actual Week donc sur la finance et la gestion d'actifs. Euh, je tenais donc à vous préciser, demain ce sera sur l'intelligence artificielle et la data science. Et donc on vous attend avec impatience pour cette cinquième et dernière soirée de l'Actual Week. Et aussi merci à tous les participants, tous les intervenants qui ont pu expliquer leur métier. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous.